Si une cyberattaque n'a ne serait-ce qu'un effet d'augmentation de la latence, ça peut déjà saper la confiance dans les données, ça peut interrompre un service ou bien réduire sa disponibilité de manière suffisante pour avoir un impact et ça va modifier le cours des opérations et même si il y a aucun système qui explose ou qui est cassé, on a déjà un effet opérationnel très grand. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helveti Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Bienvenue dans l'épisode 14 d'Orbit Watch et nous allons parler de cybersécurité dans l'espace à nouveau. Alors on l'a déjà fait dans le cadre d'une interview, c'était le tout premier épisode de Rendez-vous qui est sorti le 15 février 2026. Interview de Patrick Trinkler, CEO de SciSat et de SciSec. Je vous encourage vivement à l'écouter comme contenu introductif. On plonge sans plus tarder dans le vif du sujet avec nos brèves. Brève numéro 1, les forces armées suédoises ont mis en orbite leur premier satellite militaire dédié à la reconnaissance. Lancé le 3 mai par une fusée Falcon 9 de SpaceX en Californie, le satellite a été construit par Planet Labs. Il s'agit d'un nouveau satellite moderne doté d'une intelligence artificielle équipé de matériel NVIDIA Jetson pour le calcul en périphérique, c'est-à-dire le calcul, le edge computation dans le capteur. Planet a déjà utilisé cette architecture pour la détection d'objets en temps quasi réel, piloté par l'IA à bord du satellite, ce qui réduit en fait le délai entre la capture de l'image et la génération de renseignements exploitables. Au lieu d'attendre que les données soient entièrement transmises, ce qui nécessite du temps et du débit au sol, puis ensuite traitées, certaines étapes d'analyse peuvent commencer directement en orbite dans le capteur lui-même, ce qui se traduit par une latence réduite et une identification plus rapide, ainsi qu'un soutien potentiel plus rapide pour les décideurs ou les opérateurs sur place. Deuxième brève, nous nous tournons maintenant vers l'Inde, où la start-up GalaxEye a mis en orbite, le 3 mai dernier, le premier satellite d'imagerie Optosar, premier de ce type au monde. Alors, Optosar, c'est un engin qui en fait combine l'optique, opto, et SAR, Synthetic Aperture Radar, le radar à synthèse d'ouverture. Donc ce sont des capteurs d'imagerie, mais donc l'optique, c'est comme on connaît un appareil photo, sauf qu'il est multispectral, donc il peut voir un peu mieux, entre guillemets, que l'œil humain. Et puis le SAR, c'est vraiment de l'imagerie radar, par la réflexion des ondes électromagnétiques sur le sol. Cette charge utile fait 190 kg et la page dédiée à la mission indique qu'il est sur une orbite basse héliosynchrone, qui est généralement les orbites choisies pour les radars à ouverture synthétique. Il a une fréquence de revisite donc de tout lieu sur Terre de 4 jours et une résolution spatiale fusionnée, c'est-à-dire la fusion entre l'imagerie optique et l'imagerie radar, de 1,2 à 3,6 mètres. En capturant 2 flux, c'est-à-dire le radar et l'optique en un seul passage, il est conçu pour fournir des images qui sont déjà alignées, donc évidemment d'une fois qu'on a ces 2 images, il faut les aligner et c'est pas si simple, et elles sont donc immédiatement utilisables pour l'analyse, ce qui est vraiment un énorme plus. India Today a du reste indiqué que ce projet visait à soutenir évidemment les applications allant de la gestion de la catastrophe à l'agriculture, mais aussi, tout naturellement, la surveillance. Brève numéro 3. Des sources en ligne ont récemment rapporté qu'en août 2025, de nombreux navires, des navires drones donc, de la marine américaine sont restés à la dérive au large des côtes californiennes pendant près d'une heure à cause d'une panne mondiale affectant Starlink. Un des navires donc qui ne sont pas habités. Et cet incident a été révélé par des documents internes de la marine et des témoignages de lanceurs d'alerte. Et ils indiquent qu'il s'agissait d'une des nombreuses perturbations récentes liées à la connectivité Starlink. Le problème ne réside pas seulement dans la défaillance d'un réseau commercial, ce qui peut arriver,
mais dans le fait que le concept opérationnel lui-même était devenu étroitement lié, quasi dépendant à ce seul réseau. Ce qui crée évidemment cette grande dépendance, vis-à-vis d'un seul fournisseur et ce qui constitue un risque très grand pour le Pentagone. Brève numéro 4. Le 29 avril, SpaceX a lancé Viasat-3 F3 à bord d'une fusée Falcon Heavy depuis le centre spatial Kennedy, complétant ainsi la constellation de 3 satellites Viasat-3. Nous avions déjà évoqué le tout premier des Viasat-3 qui a été lancé en 2024 et qui a connu une anomalie lors du déploiement de son réflecteur et donc qui ne peut fournir que 10% de cette capacité de télécommunication. On parle donc de satellites géostationnaires, nouvelle génération qui sont très très chers. Et les lancements suivants ont heureusement été couronnés de succès. Le deuxième engin Viasat-3 F2, lancé en 2025, fait toujours l'objet d'essais en orbite, mais son réflecteur s'est déployé avec succès. Et enfin, Viasat-3 F3, qui servira de plateforme à haut débit pour la région de l'Asie-Pacifique, avec donc 1 terabit par seconde, est en route. Ces 2 derniers lancements, qui a priori devraient être couronnés de succès, surtout pour le troisième, reconstruisent la confiance après l'échec de 2023 en ce grand opérateur qui est et fournisseur d'un satellite qui est Viasat. Le satellite donc poursuivra désormais son voyage dans l'espace au cours des prochains mois avant d'atteindre sa position finale en orbite géostationnaire. Et on passe maintenant à notre thème de la semaine sur la cybersécurité dans l'espace. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Comment hacker un satellite? Alors, on va aborder le sujet avec une introduction, ensuite on va souligner l'importance du domaine, et on va évidemment se concentrer finalement sur une étude de cas bien connue, qui est le piratage des pauvres terminaux Viasat, encore eux, au début de la guerre en Ukraine en 2022, et puis nous conclurons. Alors, pour commencer, cette semaine, on va aborder donc le thème de la cybersécurité dans l'espace, car c'est une des plus grandes idées reçues dans ce domaine. On peut s'imaginer que les satellites ne risquent que d'être touchés par les choses qui sont dans l'espace ou éventuellement les attaques cinétiques des missiles antisatellites. Mais non, il y a aussi évidemment une très très grande vulnérabilité au cyber. Et quand on pense aux cyberattaques, peut-être pense-t-on comme on l'a discuté d'ailleurs avec Patrick Trinkler, le CEO de SciSat et de SciSec, heu, qu'on a un vilain hacker qui se met quelque part caché et qui pointe une antenne vers le satellite et qui va lui envoyer des ondes électromagnétiques malveillantes et en prendre le contrôle. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut voir le tout sous forme d'un système et pas que du satellite. Évidemment, un système spatial ne se résume jamais seulement au satellite. Il comprend le vaisseau, certes, ou les vaisseaux, c'est peut-être une constellation, mais aussi les stations au sol, les liaisons radio, les terminaux des utilisateurs. Il inclut également dans tout ça des logiciels de contrôle pour la mission, l'infrastructure, souvent cloud dorénavant, et les opérateurs eux-mêmes qui assurent le bon fonctionnement de l'ensemble. Et chacun de ces éléments est potentiellement une porte d'entrée pour une attaque cyber, y compris, et surtout du reste, les êtres humains. Il s'agit donc d'un problème de système de bout en bout. Et lorsque nous parlons de cybersécurité dans l'espace, eh bien, il faut entendre qu'en réalité, il faut protéger l'ensemble de la chaîne. Dans un système spatial, il y a 3 segments. Le segment espace, évidemment, auquel on pense tout de suite, les satellites. Mais il y a aussi le segment utilisateur, qui est tout ce qui touche à l'utilisateur. Si c'est de la télécom, ce sera les terminaux au sol. Et puis évidemment, le segment sol, qui souvent, lui, est bien caché, mais c'est toute l'infrastructure qui permet
de faire fonctionner le système en entier, hein, c'est-à-dire des stations de communication avec les satellites, là où des commandes d'administration, de gestion sont envoyées, mais aussi des centres de contrôle de mission, et cetera, et cetera. Ça signifie qu'on doit s'assurer que personne ne puisse pirater le satellite, mais surtout interférer avec les systèmes de commande et de contrôle, ou voler et altérer des données, perturber les communications, compromettre les terminaux des utilisateurs ou même endommager les segments seuls. Donc c'est beaucoup plus difficile d'assurer cette sécurité que simplement se dire il faut que j'assure la sécurité du satellite. Et ça revêt néanmoins une importance capitale pour les opérations militaires. Parce que justement, étant donné que c'est tout un système, il n'est pas nécessaire de détruire physiquement ou de rendre inopérationnel le satellite lui-même pour compromettre la mission spatiale ou la capacité en question. Compromettant par exemple les terminaux au sol ou l'interface d'administration, tout le réseau de gestion au sol ou encore le chemin des données, on peut déjà nuire à l'efficacité d'un système. Et évidemment que dans les conflits modernes, c'est une approche très intéressante dans le cadre de la guerre hybride pour un attaquant, car elle est beaucoup moins visible et elle a surtout un effet beaucoup moins grave qu'une attaque cinétique, hem, sur un moyen stratégique que sont généralement les satellites, surtout ceux de télécommunications. Mais en plus, c'est des moyens, beaucoup moins grands qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir arriver à une perturbation qui est tout aussi grave. Alors, l'ENISA, l'agence de l'UE chargée de renforcer la cybersécurité en Europe, a fait un constat très clair au niveau des communications en orbite basse. La surface d'attaque, c'est-à-dire tous les points par lesquels un attaquant peut passer pour voler des données, ou compromettre ces données, ou prendre le contrôle d'un système ou le rendre inopérant, ça comprend le segment utilisateur, le segment de contrôle, les liens de télémétrie, la station de suivi de commande, donc en gros la salle des opérations, le réseau d'interconnexion entre tous les sous-systèmes qui permettent au tout de fonctionner, et les attaques évidemment spécifiques au satellite. Et on va voir que c'est pas forcément par le satellite que tout se passe. Concentrons-nous maintenant sur l'importance de la défense cyber dans l'espace. Une fois qu'on a compris tout ce qu'on a dit là dans l'introduction, eh bien l'importance militaire, elle est simplement évidente. L'espace est essentiel pour les communications, pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, pour les alertes précoces antimissiles, pour le positionnement, et ça c'est aussi extrêmement important pour les sociétés civiles, pour la synchronisation, le timing, le soutien au ciblage, là aussi très important, que ce soit dans les conflits hybrides ou les conflits à haute intensité. Alors, si une cyberattaque n'a ne serait-ce qu'un effet d'augmentation de la latence, eh bien, ça peut déjà saper la confiance dans les données, ça peut interrompre un service ou bien réduire sa disponibilité de manière suffisante pour avoir un impact, et bah, ça va modifier le cours des opérations. Et même s'il y a aucun système qui explose ou qui est cassé, rien qui ne soit en train de quitter son orbite, on a déjà un effet opérationnel très grand. Et c'est pourquoi les entreprises privées de cybersécurité, ou plutôt les entreprises privées qui fournissent des services sur la base de satellites, doivent se poser la question de la cybersécurité. Un fournisseur commercial de télécommunications par satellite ou une société d'imagerie ou même le fabricant des terminaux au sol peut devenir une cible légitime militaire, hein, parce qu'elle participe à un conflit en fournissant ses services. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de Starlink. Avec 10 000 satellites, eh bien Starlink est devenu une couche de communication sur le champ de bataille en Ukraine, et en 2023, le Pentagone a attribué à SpaceX un contrat pour soutenir ses services dans le cadre des opérations militaires ukrainiennes. Donc ça, en fait, en soi, selon le droit international, alors je ne suis pas un expert dans le domaine, mais de ce que j'en comprends, ça en ferait des cibles légitimes, puisqu'elles prennent part au conflit. On peut prendre d'autres exemples. Il y a Eutelsat, avec OneWeb, qui exploite une constellation d'orbite basse, plus de 600 satellites qui sont, eux, beaucoup plus hauts que les Starlink, par contre, à 1200 km. Il y a aussi Viasat, naturellement, dont on va parler dans la suite, évidemment, puisqu'ils ont été victimes d'une attaque. On Il y a plein d'utilisateurs gouvernementaux et militaires qui utilisent les différents services de ces acteurs. Et puis, on peut encore citer SES, mais aussi Black Sky, Venture Planet et ICE pour tout ce qui est du renseignement spatial. Donc,
Pendant la dernière décennie, on a vu ce grand changement s'opérer gentiment mais sûrement. La cybersécurité spatiale ne concerne pas uniquement les agences nationales chargées de protéger leurs satellites qui fournissent des services à l'État, mais du coup aussi maintenant les acteurs privés qui fournissent ces prestations qui sont duales, à la fois civiles et militaires. On passe maintenant à l'étude de cas. Je le répète, la surface d'attaque, c'est l'ensemble des points par lesquels un adversaire peut voler ou compromettre des données, prendre le contrôle ou rendre inopérant un système. Ainsi, en termes très simples, le problème est le suivant. À chaque fois qu'on ajoute un fournisseur, un terminal, une couche logicielle, un partenaire de maintenance ou encore une interface cloud, on augmente cette surface d'attaque avec la complexité du système. Plus c'est complexe, plus il y a de moyens créatifs de s'y introduire. Et on va prendre l'exemple évidemment pour cette étude de cas de l'attaque qui est survenue en février 2022 au cours de laquelle les terminaux de Viasat ont été détruits électroniquement par une cyberattaque qui est passée, entre autres, par le segment espace. Alors, c'est arrivé au tout début de l'invasion en Ukraine, hein. Évidemment, c'est un classique en termes de principe militaire. On coupe les communications de l'adversaire d'entrée de jeu au moment de l'attaque, puisqu'évidemment ça sème le chaos, ça l'empêche le commandement. Et il y a un effet du coup de sidération et de choc avec le début de l'attaque et de perte de synchronisation et de vue d'ensemble qui doit donner l'avantage à l'attaquant. Alors, la cible était le réseau haut débit de satellites KASAT de Viasat, qui étaient utilisés par des clients militaires en Ukraine, mais aussi dans toute l'Europe par des entités civiles. On gardait ça dans un coin de la tête. Les attaquants n'ont pas fait exploser ni pirater directement les satellites. Bien au contraire, ils ont attaqué les terminaux utilisateurs du système en passant par le réseau de gestion, ce qui inclut les satellites. Alors comment ça s'est passé concrètement? Avant de s'attaquer au service spatial, les attaquants ont étudié les points faibles, ici, sur Terre, au sol, dans les stations au sol, sur les terminaux. Les terminaux, on peut les acheter pour bénéficier du service, et donc on peut les étudier, faire du reverse engineering pour trouver les faiblesses. Mais évidemment, la question, c'est maintenant comment est-ce qu'on va y répandre un logiciel malveillant? Eh bien, en passant par le réseau. Et donc, en étudiant non seulement les terminaux, mais aussi tous les systèmes de gestion, de sous-traitants, de l'interface, les opérations, eh bien, le but, c'est de faire une reconnaissance pour comprendre comment fonctionne l'ensemble du système et trouver une façon de l'attaquer. Eh bien, lors de cette étude du système, les pirates ont volé des données, mais Viasat a détecté ce vol et ils ont vu que c'était avec une vulnérabilité du VPN que les attaquants avaient réussi à s'introduire dans le réseau. Et Viasat a publié un correctif de sécurité. Mais voilà, c'est une entreprise sous-traitante qui exploitait une station seule au profit de Viasat, qui n'a pas fait son boulot, qui n'a pas fait la mise à jour de sécurité. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Il ne faut pas tout de suite se dire ah c'est un complot ou ils faisaient partie de la chose. Non, il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur boulot, hein. Il suffit de personnes pas très rigoureuses pour que ça saute, et donc concrètement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais voilà, tout ça pour dire, ce sous-traitant n'a pas fait son boulot. Est-ce qu'il n'a pas été informé, pas bien informé? Est-ce que c'est pas remonté jusqu'en haut de la société sous-traitante? On ne sait pas, mais évidemment, plus il y a de sous-traitants, plus il y a de complexité, plus naturellement, la communication devient difficile et évidemment aussi le feedback. Peut-être que Viasat était persuadé que c'était bon, il ne savait pas que l'information n'avait peut-être pas bien été transmise ou que quelqu'un se disait: «Ouais, ouais, je le ferai un de ces jours et puis on verra». Bref, avec la complexité, tout peut mal se passer et donc l'attaquant, qui a par la suite réussi à accéder au réseau en exploitant cette même vulnérabilité qu'ils ont découverte avec la reconnaissance qui a été censée avoir été corrigée, eh bien, ils ont réussi à avoir accès au réseau de commandes et en infiltrant ce réseau donc de commandes des satellites, ils se sont par la suite accordé des droits d'administrateurs sur le réseau de gestion, c'est-à-dire les antennes qui envoient les commandes non seulement aux satellites, mais aussi ce réseau de gestion s'étend à tous les satellites qui ensuite vont donner des instructions administrateurs aux terminaux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, puisqu'en prenant contrôle de ce réseau de gestion dont les commandes étaient propagées par les satellites, eh bien, ils ont pu dire de manière très claire et du reste assez ciblée aux terminaux
de faire une mise à jour, mais une mise à jour avec un logiciel malveillant qu'on appelle un wiper. Les attaquants ont fait déployer cette mise à jour malveillante, c'est toujours une mise à jour de firmware, donc de logiciel vraiment de base sur les terminaux, et cette mise à jour consistait simplement à effacer un code de démarrage dans la mémoire, vraiment le code de base, qui donc empêche le terminal de redémarrer et de fonctionner. Donc une fois que cette mémoire est effacée, il n'y a plus rien à faire, l'appareil est mort. C'est un peu la mort cérébrale d'un appareil électronique, et donc complètement inutilisable. Et donc au moment de déclencher l'invasion, eh bien, ils ont ordonné la mise à jour sur ces terminaux qui ont été détruits d'entrée dès le début de l'attaque. Et donc ça a très certainement eu un impact sur les communications militaires ukrainiennes, bien que rien ne le... ils n'en parlent pas trop, évidemment. In fine, hein, on peut voir que 4 ans après, ils ont survécu. Mais bon, comme je l'ai dit, les attaquants ont pu faire ça de manière très ciblée. Ils ont pu préciser la la zone géographique dans laquelle la mise à jour devait être faite. Mais voilà, malgré cela, il y a eu de nombreux, dégâts collatéraux. Puisque, par exemple, et ce n'est pas le seul dégât collatéral, mais plus de 5000 éoliennes offshore en Allemagne qui utilisaient ce service ont perdu la communication. Et donc voilà, ça a causé, quelques petits soucis dans l'approvisionnement énergétique par ces éoliennes. Les chercheurs ont identifié un logiciel malveillant appelé Acid Rain, ce fameux wiper qui est conçu pour effacer la mémoire fondamentale de ces terminaux. Et en conséquence, eh bien, tous ces nombreux terminaux, même hors d'Ukraine, sont devenus complètement inutilisables et il a fallu les changer. Et donc, à ce moment-là, au moment du déclenchement, il faut vraiment se visualiser la chose. On a toutes ces centaines, ces milliers d'utilisateurs, que ce soit les militaires en Ukraine ou dans le cas des éoliennes en Allemagne, tout ce système automatisé. Paf, plus de connexion, terminé. Donc ça a eu un très grand impact, bien au-delà du reste du conflit en Ukraine. Bon, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on règle ça? Parce que ça a montré une véritable vulnérabilité opérationnelle qui réside dans l'architecture, des systèmes elles-mêmes et pas spécialement dans les satellites eux-mêmes. Pas nécessairement en tout cas. Même si dans ce cas-là, les satellites ont été vecteurs du logiciel malveillant. Alors, de manière générale, dans un système complexe, ce sont toujours les interfaces qui sont à risque, hein, le bord entre 2 sous-systèmes. Puisque, en fait, chaque sous-système, généralement, a un responsable ou une entité responsable qui s'occupe de son sous-système et qui se dit: «Le truc d'à côté, c'est pas mon problème». Bon, d'un côté, c'est juste de se dire ça, mais il faut se soucier un tout petit peu de comment est-ce que l'interaction avec le système d'à côté se passe, puisque sinon, si on se soucie vraiment juste de notre petit problème et qu'on mène aux œillères, eh bien, et c'est ce qui se passe très souvent du reste, que ce soit, en termes techniques, mais aussi du reste en termes militaires, quand différentes unités ont différents secteurs, c'est à l'interface entre les secteurs, à l'interface entre les sous-systèmes qu'il y a un problème parce qu'en fait l'interface est négligée. On se dit: «C'est le problème de l'autre», mais le type de l'autre côté se dit aussi: «C'est le problème de l'autre» et personne s'en occupe. Et donc c'est à cause de ces négligences généralement qu'il y a des grosses vulnérabilités. La cible donc des pirates dans ce cas-là, c'était pas spécialement les satellites, c'était le service, c'était la capacité à communiquer. Et donc, comme on l'a dit en introduction, il n'y a pas besoin de détruire la satellite pour ça. C'est ce qu'ils ont très bien fait du reste en visant ces terminaux au sol. Et avec un impact qui était certainement très grand pour les opérations militaires, en tout cas ça l'a été pour tous les dommages collatéraux civils. Alors, par la suite, après coup, la CISA, l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, a publié des recommandations spécifiques pour les communications par satellite, qui mettent l'accent sur des mesures d'atténuation et aussi au niveau du droit, des différents droits que peuvent avoir les utilisateurs dans ces architectures. C'est un contrôle d'accès renforcé, une surveillance accrue, et évidemment, il faut suivre le principe du privilège minimal. Vraiment, seulement ceux qui ont vraiment besoin d'avoir certains accès les ont. Et donc évidemment, des relations de confiance plus strictes pour la protection, des systèmes. C'est un problème qui prend de l'ampleur du reste, puisque les systèmes spatiaux modernes sont de plus en plus définis par des logiciels. Évidemment, ça coûte cher d'envoyer quelque chose dans l'espace, alors on veut que ce soit reconfigurable, on veut que l'architecture soit réutilisable le plus possible pour pas avoir à tout refaire.
Et donc, on a des systèmes interconnectés qui utilisent beaucoup de puissance de calcul sur le cloud, notamment les centres de contrôle de mission qui sont assez souvent maintenant à 100% dématérialisés dans du logiciel. Et donc, ça augmente tout naturellement la vulnérabilité aux attaques cyber. En mars 2026, la NSA et l'ACSC, donc l'Australian Cyber Security Center, ont publié des directives conjointes portant spécifiquement sur les risques et les mesures d'atténuation liées au système de télécommunication par satellite en orbite basse, ce qui montre à quel point les gouvernants prennent désormais ce problème au sérieux. L'ESA a pris du reste la même direction sur le plan institutionnel car en mai 2025, elle a inauguré un centre dédié aux opérations de cybersécurité afin de surveiller et de protéger les actifs numériques des satellites en orbite ou aux stations au sol et tous les systèmes de contrôle d'émission qu'elles ont sur Terre. Il est temps de conclure. Alors, on a vu la cybersécurité spatiale prendre une dimension pleinement militaire. Et si les gouvernements semblent avoir compris cela, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des acteurs privés, qui se retrouvent en fait être des cibles légitimes et évidemment faire partie d'un système très complexe et qui peuvent en devenir la vulnérabilité principale. Et si l'attaque a pour effet de ralentir la prise de décision, de dégrader le commandement et le contrôle, de réduire la fiabilité des renseignements, ou de fragiliser la connectivité, et bien l'adversaire a peut-être déjà atteint un objectif opérationnel significatif sans jamais avoir touché physiquement à l'engin spatial. Le Space ISAC, le Space Information Sharing and Analysis Center aux États-Unis, a récemment averti du reste que le paysage des menaces pesant sur le secteur spatial reste actif et se caractérise par la cyberactivité perturbatrice ainsi que dans la guerre électronique, puisqu'évidemment ces objets sont très loin. Donc la guerre électronique et la guerre cyber sont les vecteurs principaux, surtout quand on essaie de rester en dessous de l'attaque cinétique qui peut avoir des conséquences un petit peu plus grandes que des conflits hybrides simples. Alors, prenons un peu de recul pour terminer cet épisode. La véritable conclusion, elle est simple. Les armées qui bénéficient de ce genre de services, qui ont besoin de ce genre de satellites, doivent s'assurer, puisqu'in fine, c'est à eux que revient la mission de défense, et ils doivent s'assurer que chaque interface des systèmes qu'elles utilisent soit sûre. Même, je dirais même, surtout quand elles font appel à des services privés qui ne sont pas des acquisitions standards, puisque les acquisitions, c'est quand un système entier est acquis par l'entité de défense, c'est-à-dire qu'elle l'aura totalement entre les mains et donc elle pourra pleinement le modifier ou le définir de sorte à avoir la sécurité qu'elle veut. Mais par contre, la plupart du temps, de nos jours, il y a beaucoup d'entités privées, d'entreprises qui proposent des systèmes as a service. Donc tous les éléments physiques du système sont toujours chez l'acteur privé et l'armée, la défense, le gouvernement bénéficient du service. Mais du coup, il ne faut pas mettre les œillères et se dire c'est pas mon problème. Bah si, puisque si on bénéficie du service, c'est bien qu'on en a besoin. Et si le service tombe parce que la sécurité n'était pas bien faite au sein de l'acteur privé, eh bien, au final, c'est la défense qui ne bénéficie pas d'une capacité opérationnelle qui était vraisemblablement importante, et donc il y a un problème. Donc, pour résumer, vraiment, toutes les interfaces, et si on veut un système sûr, il faut aller se poser la question de est-ce que toutes ces interfaces sont bien sécurisées. Et donc, à la fin, dans la cybersécurité, pour les systèmes spatiaux, il n'y a peut-être pas tant d'espace que ça. Sur ces belles paroles, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.